Merci d'être revenu, tout le monde. On va maintenant aborder les différentes questions, les différentes réflexions que vous avez pu noter. Encore merci d'avoir participé activement. Et pour ce faire, je vais demander à Benoît de me rejoindre, ainsi que Guillaume, Corentin, Daphné, Evelyne, Vinciane et Yves. Vous pouvez venir vous asseoir. Alors, on ne va pas pouvoir aborder peut-être toutes les questions que vous avez notées sur les petits cartons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, logiquement, ces questions se retrouveront bien sur un mur, ce qui vous permettra de consulter et puis de vous-même avoir des pistes de réflexion par la suite. On s'est dit, avec Benoît, que quand je vais lire la question, Benoît, peut-être tu peux diriger, toi qui connais mieux les panélistes que moi, diriger la question appropriée à une personne. Si vous n'avez pas la réponse, pas de panique, hein, d'accord? On ne peut pas tout savoir. Et deuxième réflexion qu'on s'est faite avec Benoît, c'est peut-être que si l'un d'entre vous se sent pas à l'aise avec cette question-là, mais que l'un d'entre vous souhaite y répondre, n'hésitez pas, il y a une hôtesse qui est là avec un micro. Vous faites signe, vous vous levez, vous criez votre nom et elle viendra à vous et on en profitera alors du coup pour avoir votre petit son de cloche. Tout le monde est prêt ? C'est parti, on aurait pu faire jingle. Question numéro 1. Souhaitez-vous rendre certaines mesures obligatoires afin d'être efficaces plus rapidement ? Ah là, je pense que vous avez tous à peu près le même avis. Hein. Qui veut prendre la parole ? Corentin. N'oublie pas d'allumer, ouais, super. Il est déjà allumé. À proprement dit, c'est pour ça qu'on a trié en plusieurs recommandations. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait la recommandation A qui est vraiment les majeures. Et celle-là, elle devrait, en guillemets, être obligatoire parce qu'elles ont un beau taux d'acceptabilité et un impact très fort. C'est pour ça qu'on les a classées, en fait. Oui, tout à fait. Bonne réponse, je pense. Quelqu'un du panel souhaiterait ajouter quelque chose ? Evelyne. Juste éviter quand même de se retrouver dans un truc qui peut bloquer les citoyens, qui peut les décourager par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire, et éviter de tomber dans ce qu'on appelle une dictature verte. Parce que ça, c'est pas ça qui va pouvoir permettre d'améliorer les choses. Dictature, c'est un mot qu'on sort régulièrement de ces temps-ci. Bon, merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça a été clair, hein. En tant que panéliste, seriez-vous désireux d'une rencontre avec des parlementaires ou avec d'autres ministres ou députés ? Yves se lance sur le micro. Ben oui, évidemment. Évidemment, le sujet est tellement important et transversal que ça paraît indispensable. Et peut-être aura-t-on la force de conviction nécessaire pour les inciter à agir et pour les soutenir dans l'action, pour se rendre compte qu'un citoyen informé est prêt à des changements. Daphné, je te vois. Et je dirais même plus, évidemment. Non, mais pas une seule rencontre, en fait, hein, plusieurs, hein. Et régulièrement. Et j'en profite pour le dire, on est aussi preneur d'un suivi à long terme. Voilà, on a bien aimé ce qu'on a fait, on croit en ce qu'on a dit, et on trouverait vraiment utile, voire nécessaire, de continuer à être consulté et en tout cas informé de ce qui va se faire, de ce qui va se décider, de peut-être ce qui va être abandonné, parce que voilà, on n'est pas des experts et il y a des choses auxquelles on a pensé qui sont peut-être pas faisables. Mais voilà, qu'on puisse être gardé au courant. Ne pas avoir la sensation d'une bouteille à la mer qui ne revient jamais. Ben, on est relais, mais enfin, dans une course relais, tout le monde reste investi jusqu'au bout. Waouh. Ouais, bravo. Personne n'aurait pu le dire mieux. Considérez-vous opportun que la Wallonie présente ce travail à d'autres régions ou même à l'Europe ? Guillaume, bien sûr. Ça rejoint ce que je mentionnais tantôt et je crois que c'est mon investissement dans le panel ce que je disais était souvent lié à ça. Le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières. La Wallonie pourrait être un modèle et peut s'engager tant qu'elle veut. Ça ne reste qu'une très faible proportion de l'économie, de la population, des États. Et donc, oui, c'est nécessaire et hyper important qu'il y ait une coopération avec d'autres régions, déjà au sein de la Belgique, et puis au sein de l'Europe et dans le monde entier, évidemment. C'est indispensable pour
appliquer certaines mesures. Si on veut protéger nos entreprises, il faut aussi des taxes compensatoires à l'entrée de l'Union européenne vis-à-vis de produits qui ont été fabriqués ailleurs sans respect de l'environnement ni des droits sociaux. Si on veut taxer le carburant aérien des avions, ça c'est au moins européen. Si on veut une TVA sur les billets d'avion, etc., tout ça c'est européen. Donc on a besoin de tous les niveaux de pouvoir. La Wallonie toute seule ne peut pas malheureusement faire tant de choses. Moi je voudrais rajouter quelque chose. Au tout début des travaux, on a un peu buté sur la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on s'était posé la question, est-ce que c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre produite sur le territoire wallon ou lié au wallon? Et bon, le cadre du travail, c'était de réduire ce qui est produit sur le territoire de la région wallonne, mais on ne va pas être hypocrite. Une grande partie de notre CO2 lié à notre consommation et à notre mode de vie est en fait produit ailleurs, et ça ne nous décharge pas de notre responsabilité par rapport à ça. Donc oui, il faut décloisonner les choses, il faut travailler de concert avec les autres régions et puis avec le reste du monde, parce qu'on est partie prenante dans ce qui se passe ailleurs, même si on n'en paye pas les conséquences directes chez nous. Alors, les mesures du panel ont-elles des contradictions avec certaines lois belges? Ça serait réglable. On va donner la parole à monsieur. Oui, alors ça c'est plus un truc, je pense, qui plus par rapport aux politiques, vu qu'ils sont quand même, experts là-dedans. Nous, on leur passe du coup les mesures, les recommandations que l'on a, que les citoyens sont prêts à mettre en application, mais il faut que eux derrière fassent également leur travail de pourquoi ils sont experts, donc c'est-à-dire pouvoir intégrer ça dans les lois pour garder quand même nos lois belges. Il faut faire rentrer ça dans un cadre, voire élargir un cadre pour que ça rentre. C'est ça. Monsieur, pour du vrai, vous vouliez intervenir peut-être? Je pense que j'ai résumé assez bien. C'est les lois qui, pour le moment, sont en contradiction avec nos mesures, en fait. Paf! Allez! Je les aime bien, je les aime vraiment beaucoup. Je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. On peut passer à la suite pour vous? Ça va? Souhaiteriez-vous mettre en place d'autres panels citoyens? Et si oui, sur quelle thématique? Oui, on a déjà une belle première expérience. Un processus démocratique plus participatif, je crois que c'est demandé par la population. Ça se met en place à d'autres niveaux. On le voit beaucoup dans les communes, par exemple. On voit bien qu'on est dans une crise systémique très forte, et notamment une crise de démocratie. Et je pense que une participation plus importante des citoyens et des citoyennes dans les processus de prise de décision, dans la réflexion sur un changement de société, est ultra important. Donc il faut essayer d'aller plus loin dans la mise en place de panels citoyens, en tout cas d'écoute et de participation de la population. Est-ce que ça n'éviterait pas aussi cet effet, je me permets, c'est un truc qu'on entend très très souvent, ouais mais le gouvernement ils nous prennent pour des cons, et donc ça éviterait aussi ce genre de réflexion de la part des citoyens, parce qu'on se dirait non, on est impliqués, donc s'il y a des cons dans l'histoire, cette fois-ci c'est nous directement. Donc ça éviterait aussi le côté où on en veut à quelque chose, quelqu'un, mais on ne sait pas très bien quoi, qui, alors on prend le pouvoir politique parce que c'est facile. Ça éviterait ça et ça permet vraiment de s'impliquer aussi. Oui, ça permettrait vraiment cette liaison entre le citoyen, j'ai envie de dire, et le monde politique, où derrière, on est dans une époque, on va dire un peu de transition, soit écologique, même économique par rapport, c'est lié, tout est un peu lié dans le monde, et du coup, on est dans une grosse transition. Et j'ai envie de dire, certains politiques, ce qui est légitime, ont peur de prendre des grosses mesures, ont peur d'avoir derrière les foudres de la société, de la société. Et du coup, ce lien permettrait justement de savoir quelles grosses mesures la population a vraiment envie. Un micro, vite, un micro. Portez la voix, super. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que l'avantage du panel citoyen, c'est de remettre le politique dans son rôle, qui n'est jamais qu'un rôle de représentation du citoyen qu'il a élu. Et donc, ça peut aussi permettre d'avoir une vision différente des décisions politiques
et du politique par rapport à la population. Je crois que les politiques ont une fâcheuse tendance à oublier qu'ils ne sont pas des dirigeants, qui sont juste uniquement des représentants des gens qui les ont élus. Quelque chose. Oui, regarde, attends. Brian, on t'écoute. Voilà, juste un petit détail en plus. Pour d'autres panels citoyens, et comme vous avez pu le dire, pour dire que les décisions soient du peuple et au lieu de râler en disant les politiques sont déconnectés, je trouve que ce qui serait normal, ce serait que les représentants du peuple, autres que ministres, qui iraient au Parlement ou autres, aient un vrai pouvoir contraignant. Et pas juste des recommandations, vraiment dire, des recommandations en disant il faut que ce soit fait, sinon vous aurez des conséquences. À l'heure actuelle, un politique qui ment sur sa campagne, et après il fait bah, c'est bon, je suis élu pour 4-5 ans, on ne peut plus rien faire. Il faut que ce soit contraignant. Oui, moi je voulais inverser la médaille aussi, de dire que peut-être que nos représentants politiques ont tendance à oublier qu'ils sont des représentants, mais je trouve qu'en tant que citoyen, on ne se rend pas toujours compte non plus à quel point prendre des décisions, c'est une affaire extrêmement compliquée, surtout quand il faut s'adresser à tout le monde, des mesures qui finalement puissent toucher toute la population. Le fait de participer aux discussions comme on l'a fait, avec des niveaux d'expertise aussi différents, ça permet de se rendre compte que être politicien, c'est quand même pas simple, et que voilà, c'est aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Et voilà, un panel, ça permet, je pense, de démystifier un peu les clichés que les politiciens ont sur les citoyens sur les politiciens, et ça ne peut que favoriser une meilleure entente ou une meilleure compréhension, en tout cas du job de chacun. Daphné, le mot de la fin sur cette question. On nous demande aussi, on nous pose une deuxième question. Donc, si oui, dans quelle thématique? On a beaucoup parlé d'enseignement. Pourquoi pas un panel sur l'enseignement? Agriculture. Oui, pourquoi pas? J'ai écouté, c'est la preuve. Oui, t'as bien écouté. Merci. Je ne sais pas si mes collègues ont d'autres idées de thèmes. La culture. La culture, oui. La place de la culture dans notre... Les inégalités. La place de la femme. La justice. Oui. Un peu de tout. On pourrait dire ça. Il serait temps de réaborder un peu tout, de fond en comble. Allez, hop, c'est parti. Panel citoyen, panel citoyen. Ok, go. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ok, on passe à la suite. Quel est votre avis quant à la mise en place d'une priorité aux véhicules électriques? Je sens qu'on va s'amuser. Alors, j'ai envie de dire, pour une priorité aux véhicules électriques est une bonne chose si l'électricité est verte derrière. Si on continue à utiliser du gaz ou du charbon, comme il fait encore dans certains pays, pour produire notre électricité, c'est pas pire, mais c'est même niveau qu'une voiture à essence ou diesel. Voilà qui est dit. Donc pour le moment, ce serait plus la transition écologique qui serait le grand pas en avant, de pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour, si tout le monde utiliser l'électricité, mais pas forcément pour les véhicules, mais également pour se chauffer, etc., etc. Enfin, pour tout en fait, on peut théoriquement tout faire avec l'électricité. Madame. Hop, vous cliquez le petit... Il faut le monter, oui. Enfin, donc pour moi, j'irais plus loin que Corentin, là, sur ce coup-là, parce que remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, pour moi, c'est pas changer de paradigme. Or, là, ce qu'il faut, c'est maintenant changer de paradigme dans tous les domaines. Et donc, ce qu'il faut en mobilité, c'est investir dans la mobilité douce, dans le ferroviaire, le transport par eau, mais pas vouloir changer tout le parc automobile par des véhicules électriques. Voilà. Dans les véhicules électriques comme partout, il faut juste réduire aussi. Enfin, c'est pas simplement remplacer une source par une autre, c'est ça, mais c'est aussi drastiquement réduire les déplacements.
Oui, évidemment, pour ce qui est indispensable, ben c'est mieux. La camionnette de livraison de la poste électrique, c'est mieux. Mais il ne faut pas oublier que le véhicule électrique doit être produit avec des séries de métaux dont l'extraction n'est pas nécessairement positive. Et après, qu'il reste d'autres, des particules fines liées au roulement des pneus, etc. Donc ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas l'urbanisme, ça ne résout pas la bétonisation du sol, etc. C'est mieux dans certains cas, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va remplacer un pour un, sinon c'est raté. Pour compléter ce qui était dit sur le changement de paradigme, c'est là qu'on voit bien que on a besoin d'aide au niveau de mesures politiques et d'aménagement du territoire. Parce que si la voiture est si développée en Wallonie, c'est aussi parce que le Wallon et la Wallonne n'a pas le choix d'utiliser autre chose, parce que les transports en commun ne sont pas assez développés, parce qu'une série de choses. Et donc, quand on parle aussi de diminuer la place de la voiture, c'est mettre en place des alternatives. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté au sein du panel. Et on était aussi dans parfois des réflexions assez tendues, en se disant, est-ce qu'on diminue la voiture? Est-ce qu'on empêche les gens d'utiliser la voiture? Est-ce qu'on favorise des transports en commun? Comment est-ce qu'on joue là-dedans? Quel type de recommandations on va donner? Plutôt des recommandations coercitives, plutôt des recommandations pour aider les gens? Et c'est vrai que c'est déjà en partie commencé à se mettre en place. Par exemple, près de chez moi, les bus, maintenant, il y en a un tous les quarts d'heure qui fait tout le trajet, c'est Mons jusqu'à Trazegnies, donc oui, presque c'est la nouvelle Charleroi. ligne, C'est le 82, ouais. Voilà. Mons, Trazegnies, terminus, pour ceux qui connaissent. Maintenant, en semaine, il y en a un tous les quarts d'heure et il y a beaucoup moins de bouchons le matin, beaucoup moins de gens qui prennent la voiture, en fait. Et même moi, j'ai envie de dire, il y en a un tous les quarts d'heure, j'en rate un, pas grave, le prochain, il y a un quart d'heure après. Il faut aussi peut-être encore se méfier un peu par rapport aux véhicules électriques, de ce terme véhicule électrique, pour l'instant, qu'on utilise un peu à toutes les sauces, parce qu'entre les plug-in hybrides, les 100% full électrique, machin, il y a encore ce truc qui est un peu étrange et qu'il va falloir aussi peut-être détricoter pour mieux retricoter après. On passe à la suite, si vous êtes d'accord. On parle des citoyens et des politiques, mais les entreprises dans tout ça. Et en effet, tout à l'heure, il y a eu un petit mot par rapport à ça, mais on n'est peut-être pas allé plus loin dans la démarche. Des entreprises qui est venu nous présenter sa vision à Liège était manifestement très sensible et ne demandait qu'à être accompagné. Mais avec deux soucis totalement légitimes. Le premier, c'est qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc si les coûts de production augmentent chez nous, il ne faut pas qu'un pays produisant de manière plus sale puisse vendre sans taxe compensatoire, on l'a évoqué. La deuxième chose, c'est que s'il y a, par exemple, si on touche aux voitures de société et pire aux cartes carburant, disent-nous, pas de problème, pour autant que, globalement, on n'ait pas d'augmentation de la taxe sur le travail. Donc, que ce soit compensé pour autre chose. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une écoute et une prise de conscience de l'Union wallonne des entreprises et que, moyennant les incitants voulus, moyennant, en fait, une politique de taxation subside qui pousse au comportement vertueux, mais on trouverait dans beaucoup de cas une écoute. En tout cas, au niveau de l'Union wallonne des entreprises. Après, chaque entreprise individuellement, ça c'est parfois plus difficile. Mais il y a clairement une prise de conscience et une volonté, pour autant qu'on ne tue pas l'activité, évidemment, et donc l'emploi, etc., c'est normal, une volonté de bien faire. Ici, avec des entreprises responsables, et on a parlé de filières, moi j'aime bien la filière du lin, par exemple. C'est absurde qu'on cultive du lin en Belgique qui est exporté en Chine pour revenir sous forme de vêtements ici. On a perdu toute l'industrie textile en Wallonie, mais par exemple, sur des leviers comme ça, il y a des économies CO2 extraordinaires à faire. Il y a des problèmes de coûts, de prix de revient, de concurrence, de tout ce que vous voulez, mais relocaliser une partie de notre activité, et c'est peut-être d'autant plus criant dans la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, de voir combien nous sommes dépendants. Nous avons été dépendants pendant la pandémie, et la crise actuelle nous rappelle combien nous avons besoin aussi de produire localement ce dont nous avons besoin, des besoins indispensables.
on a eu la crise des masques, mais peut-être qu'on va avoir la crise d'autres choses dans 15 jours parce que tel composant est fabriqué en Ukraine, en Russie ou je ne sais pas où. Et donc cette notion-là a un impact, c'est important au niveau environnemental, au niveau CO2 et en même temps sur la résilience de notre société. C'est sans doute là-dessus aussi qu'on a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Toutes les réponses étaient trouvées, c'est super. Merci mille fois. Je vais garder uniquement Corentin et Benoît. Les autres, vous pouvez retourner à votre place. Merci encore beaucoup. En échange, il y a 2 observateurs qui ont suivi tout ce processus, à savoir Elisa Minsard et Maxime Gabory. J'espère qu'on prononce comme ça. C'est juste ? Super. Vous allez venir vous installer. Alors Benoît, vous avez animé toutes ces personnes depuis tout à l'heure, on vous a vu beaucoup parler, mais par contre vous avez un peu moins parlé du rôle que vous avez eu quelque part dans toute cette démarche. Vous qui avez animé toutes ces personnes-là, est-ce qu'il y a eu un contact avec la presse pendant le processus, des interactions avec l'extérieur, désirées ou non désirées ? Alors oui, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était toute une équipe. Peut-être rappeler ça aussi, Xavier dans la salle, mais il y avait aussi d'autres intervenants, animateurs, co-animateurs. J'ai vu Marine, j'ai vu Denis qui nous a rejoints. Donc on était vraiment toute une équipe. Et les autres nous regardent à distance. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Salut les amis. Donc voilà, on n'était pas tout seul et on a travaillé vraiment aussi main dans la main avec un comité d'accompagnement pour, comme l'a dit Monsieur le Ministre, c'était une démarche ambitieuse, nouvelle et on n'avait pas nécessairement toutes les clés en main. Les panélistes nous ont dit parfois on a l'impression qu'il y avait un peu de flou, vous n'étiez pas certains de la démarche et c'est vrai qu'on a fait quelque chose en marchant. On avait une démarche bien définie, je l'ai expliqué tout à l'heure, les différents moments. Mais dans cette démarche aussi, il y avait un point clé sur lequel on a voulu s'engager, c'était de créer, alors certains ont appelé ça un cocon, mais donc de créer un panel qui puisse avoir confiance en soi. Et qui échange, et cette confiance n'est pas venue immédiatement parce que vous veniez d'horizons différents, avec des idées différentes. Il fallait construire cette confiance, cette possibilité d'échanger, de créativité. Et pour cela, il fallait éviter que des gens n'interrompent ce processus. Sinon, la courbe que j'ai évoquée serait devenue une courbe beaucoup plus sinusoïdale. Il y aurait eu sans arrêt des retours en arrière. Donc ce point-là, on l'a vraiment mis en avant. Alors, il n'y a pas eu donc d'intervention extérieure de journalistes délibérément. On a proposé que des journalistes accompagnent le processus, mais sans nécessairement communiquer parce qu'on avançait. Donc c'était un chemin faisant et on ne pouvait pas venir dire, par exemple, ah oui, il y a les panélistes, ils ont proposé d'organiser des déplacements en gondole sur la Vesdre. C'est vrai qu'on a parlé de ce genre de choses, mais dans un processus de créativité, ça ne faisait aucun sens de commencer à évoquer ce genre de trucs dans la presse. Par contre, chaque panéliste pouvait parler de sa propre expérience, mais jamais en tant que représentant du panel. Donc jusque-là, vous étiez membre du panel, vous pouviez vous exprimer à titre personnel, mais pas évoquer ce que les autres pouvaient avoir raconté. Maintenant, vous allez être lâché dans la fosse aux lions. Donc vous pouvez rencontrer des journalistes et expliquer ce que le panel a produit, puisqu'on arrive au résultat. Mais donc, même chose qu'auparavant, les apports de chacun restent la propriété de la personne qui les a faites. Donc voilà, pas d'intervenants extérieurs, sauf tous ceux qu'on a évoqués, bien sûr. Oui. La société civile, les jeunes, des experts sont venus. Mais alors c'était une rencontre vers le panel et pas vers un panéliste en particulier.
on travaillait vraiment en communauté. Tu veux ajouter autre chose? Je vois que j'avais des questions, mais en fait, tu as répondu au fur et à mesure aux questions qui étaient prévues. Donc C'est vrai. Alors, c'est super, tant mieux, c'est bien. Hein, il y a un point peut-être à évoquer par rapport à cette démarche. Ce qu'on a fait, c'est établir avec vous tous, ensemble, une charte qui a évolué. Il y avait des questionnements, des propositions. Donc cette charte a été validée au mois de mai. Et donc c'était notre sorte de règlement d'ordre intérieur sur lequel on s'appuyait. Et ça nous a permis donc de créer ce climat. On en parlait tout de suite. C'est Quentin qui en parlait tout de suite en disant bien, il y avait un énorme respect, une écoute positive, et c'est effectivement des choses qu'on demandait de mettre en place dès le départ. Et vous avez réussi. Bravo les mecs. Alors, Elisa et Maxime, vous étiez observateurs. Pour moi qui débarque dans cette histoire, juste en un mot ou deux, vous observiez quoi, quand, comment, où? On était toute une série d'observateurs issus de différentes universités en Belgique. Et donc, l'idée, c'est chacun observait en fait le processus, mais selon son propre agenda de recherche. Donc, on était tous intéressés par des dimensions différentes du processus. Et l'idée, c'était de pouvoir comprendre ce qui s'y passait. Et donc, on a participé à chaque réunion, mais toujours en étant quelques mètres derrière pour ne pas influencer la dynamique générale. Et vous, Elisa, vous avez vécu ça comment? C'est une métaphore que j'ai beaucoup entendue dans ce processus, mais je pense qu'il représente bien comment moi je l'ai vécu, en tout cas personnellement, et je pense qu'on est pas mal à l'avoir ressenti comme ça. C'était les montagnes russes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup ressenti, en tout cas, il y a eu des moments très forts où on sentait que le groupe était en symbiose et que voilà, il y a eu des témoignages aussi très, très émouvants et on sentait que tout le monde voulait aller dans la même direction. Et puis évidemment, et je pense que ça fait partie de l'expérience, il y a eu des moments plus de doute sur le processus et surtout évidemment sur ce qui va advenir maintenant de toutes ces recommandations qui ont été formulées. Maintenant, sur le rôle d'observateur en tant que tel, évidemment, c'était une chance pour nous de pouvoir, et d'ailleurs on remercie tous les organisateurs de nous avoir donné cette chance-là, de pouvoir prendre un point de vue méta sur le processus et essayer de le comprendre. C'est vrai que parfois c'était aussi compliqué parce que on devait observer et ne serait-ce que pragmatiquement écouter les discussions en étant toujours quelques mètres derrière pour ne pas influencer ce qui s'y passait. Mais voilà, on ne voulait pas non plus être trop pesant et que tout le monde se sente constamment observé. Donc c'est vrai qu'il a fallu trouver un juste milieu et ça a été, je pense, aussi important pour nous de pouvoir prendre part aux discussions plus informelles pour faire pleinement partie du groupe. Et vous, Maxime? Je rejoins complètement ce que dit Elisa sur déjà l'extrême richesse aussi de l'expérience en tant qu'observateur. On a beaucoup appris à la fois sur les politiques écologiques et puis sur comment se déroule une délibération entre citoyens. Aussi, en tant qu'observateur, et si on fait ce travail de recherche sur la démocratie participative et délibérative, c'est aussi parce qu'on y croit, qu'on croit qu'il y a des enjeux de crise de la démocratie représentative et que réinventer la démocratie, c'est un enjeu vraiment important. Mais comme à chaque fois que dans la recherche, on est intéressé par notre objet, il y a effectivement cette tension de comment on se positionne. Ne pas influencer le processus, mais en même temps avoir un avis dessus, vouloir que ça se passe au mieux, parce que la recherche en sciences sociales sur la démocratie participative, délibérative, c'est aussi ce qui, depuis 30, 40 ans, permet à ce genre de processus d'exister. Et du coup, on est vraiment content de pouvoir participer aussi à cette production de connaissances dessus, mais effectivement, comme l'a très bien dit Elisa, c'est une position en tension, toujours la peur d'influencer le processus, d'être à la bonne distance, de répondre quand on nous demande ce qu'on en pense, surtout de la part des organisateurs, et en même temps de conserver une forme de fidélité au processus sans être en permanence critique. C'est une position en tension qui s'apprend aussi, comme les organisateurs ont parfois organisé ça en marchant, en apprenant à travers le processus. Notre rôle d'observation, on l'a aussi perfectionné avec le temps et en essayant d'être le plus investi possible sans pour autant en influencer le cours.
Elisa, qu'est-ce qui a motivé cette décision d'être observateur? En quoi c'était important pour vous? Les panels citoyens, ils ne sont pas nouveaux, même si ils gardent un caractère évidemment marginal, mais ces dernières années, ça fait 2-3 ans que les panels citoyens sur la thématique du climat sont littéralement en train de se multiplier un peu partout. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat en France qui a beaucoup fait parler d'elle, mais il y en a eu aussi au niveau local en Belgique, la ville de Namur et d'Arlon notamment. Il y en a au Luxembourg, au Danemark, au Royaume-Uni. Enfin, ils sont vraiment en train de se multiplier un peu partout. Et ces dispositifs, au-delà du fait qu'ils soient basés sur l'idée que c'est important de faire participer le citoyen, ils posent toute une série de questions. Comment la thématique du climat particulièrement est cadrée, approchée, comment est-ce qu'on conçoit le rôle du citoyen dans ces processus. La thématique du climat, à la fois on peut considérer que c'est quelque chose qui touche tout le monde puisque ça nécessite des changements dans notre vie à tous, mais c'est aussi une thématique qui reste particulièrement complexe. Et donc comment est-ce qu'on envisage le rôle du citoyen dans le processus? Ici on a beaucoup entendu parler dans le processus d'expertise du vécu, justement comment l'expertise de chaque citoyen s'articule aussi avec l'expertise plus scientifique. Et puis la question aussi de savoir qu'est-ce qui va être fait de tous ces processus, c'est un enjeu super important et qui fait largement défaut dans tous les panels qui ont été mis en place jusqu'à maintenant. Et donc voilà, c'est toutes des questions qui restent totalement ouvertes et qui nécessitaient qu'on puisse observer le processus de l'intérieur. Et donc voilà, chacun avec notre propre agenda de recherche, on a essayé c'était important qu'on puisse prendre part au processus pour étudier tout ça. Alors, Elisa, tu en as parlé de ce fameux panel citoyen climat en France qui a fait couler beaucoup d'encre. Et Maxime, il me semble avoir entendu un petit accent qui vient de l'Hexagone chez vous, non? Oui, effectivement. Donc je me suis trahi. Voilà, vous aviez suivi cet épisode français? Oui, j'ai eu la chance aussi de participer au groupe de recherche qui, comme sur le panel citoyen en Wallonie, a pu observer la Convention citoyenne pour le climat en France. Et du coup, j'ai pu y voir un peu les... Est-ce qu'il y avait des similitudes, des différences? Alors, la première similitude, c'est déjà l'incroyable investissement des citoyens. C'est peut-être un truisme de le dire, mais quand on demande aux citoyens de s'investir sur un processus, parfois pendant des longs mois, c'est un boulot que les citoyens prennent à cœur, à la fois au cours des sessions, mais aussi en dehors des sessions. Les citoyens participent, s'informent en dehors, ramènent leurs réflexions à l'intérieur du processus collectif. Et ça, cet investissement citoyen capable à la fin de produire des mesures, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans les deux processus. Après, dans les différences, il y a l'échelle qui est un peu différente parce que en France, c'était au niveau national et ici, c'était au niveau local, avec un peu moins de temps pour le processus en Wallonie, avec du coup cette question supplémentaire de devoir gérer la question de l'échelle qui était moins présente dans les débats en France. Est-ce que c'est la bonne échelle d'intervention ou pas? En Wallonie, c'était une question liée à l'échelle qui était très présente dans les débats du panel citoyen. Sur le rôle des citoyens, Elisa en a parlé, mais c'était deux conceptions qui étaient complètement inverses. En France, l'objectif était de former les citoyens à être des experts sur les questions de politique climatique, et à partir de ce moment-là, ils pouvaient délibérer. Là, le choix de partir de l'expertise citoyenne, alors l'expertise du quotidien, ça donne l'impression que tout le monde a un peu la même expertise. Enfin, c'est pas ce que dit l'expression, mais chacun ici avait une forme d'expertise particulière, et c'est ça qui a permis aussi de produire les mesures. Donc c'était vraiment partir d'une toute autre conception de la participation citoyenne, de partir des expertises propres de chaque citoyen pour produire, et puis ensuite, dans un second temps, être accompagné par l'expertise. Et puis le troisième enjeu, c'est sur la concrétisation des mesures. En France, la traduction politique a été accueillie par beaucoup de déception de la part des citoyens. La loi qui est sortie de la Convention a été accueillie de manière très, très dépréciative par les citoyens qui considéraient que leurs recommandations n'ont pas été reprises. Cette question-là, pour le panel citoyen wallon, elle est encore ouverte, et on verra si l'avenir va plutôt vers une similitude avec la France ou au contraire une différence entre les deux processus. Merci beaucoup, Elisa, Maxime, merci.
Depuis 9h30 du matin, on a énormément parlé du processus, déjà le point de départ, comment on a trouvé le panel citoyen, les réunions, comment ça s'est mis en place, les débats, les réflexions. Aujourd'hui, c'est la remise de ces 162 recommandations, c'est le jour officiel. Et maintenant, en tant que panéliste, comment ça va se passer? On va voir ça, puisque vous êtes vraiment la source de ces recommandations. Ça, on l'a très bien compris, ça a eu un impact dans votre quotidien. C'est quelque chose qui était sans doute déjà en vous, hein, je le répète, mais je crois qu'il y a maintenant une porte qui s'est ouverte dans beaucoup de cerveaux et qui ne se refermera plus jamais. Et donc, Corentin, j'ai une question pour vous. Est-ce que la fin du panel va vous permettre maintenant un peu de communiquer librement avec la presse, avec les gens, de faire intervenir de l'extérieur? Et est-ce que tu te penses armé pour le faire? Oui, oui, oui. Donc, est-ce que maintenant que tu vas avoir le droit d'en parler à tout le monde librement, à la presse, aux amis, est-ce que tu te sens armé pour le faire? Ah bah beaucoup plus d'avant. Je suis déjà quelqu'un qui m'intéressait beaucoup à tout ce qui était l'écologie, le climat, de par notamment certains de mes enseignants en secondaire qui étaient beaucoup là-dedans. Mais maintenant, surtout grâce à l'Infopac et à toutes les discussions, il y a beaucoup plus une conscience avec aussi une certaine empathie envers les différentes classes sociales. Et il y a également beaucoup plus de compréhension, notamment par exemple la différence entre l'émission du territoire belge, qui a déjà été, la différence a déjà été évoquée, et l'empreinte du wallon moyen, qui est extrêmement différente. Donc on peut facilement réduire l'émission de territoire wallon en faisant tout produire ailleurs. Mais derrière l'émission qu'on va produire, parce que nous, ce qu'on va consommer, aura consommé beaucoup plus, elle est là, et c'est plus ça qu'on vise vraiment à réduire. Et du coup, c'est pour ça qu'on parlait notamment, par exemple, de produire beaucoup plus local, etc., pour réduire notamment les importations et réduire sur la globalité, on va dire, de la Terre, les émissions, et pas juste là où on est nous. Merci beaucoup, Corentin. Anne, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur la scène, sur le ring. Anne, vous pensez que le travail du panel peut être désormais communiqué ? C'est une évidence. Hein. De faire tout ce travail pour ne pas le communiquer, ce serait dommage. Comment vous allez vous y prendre, vous, pour communiquer là-dessus ? Comment je m'y prends? Je m'y prends au niveau local déjà, dans les réseaux où je suis active pour une raison ou pour une autre. Mais je voudrais dire quand même que il faut communiquer sur ce travail de façon à ce que tous les acteurs de la société se saisissent des recommandations et en font ce qu'ils peuvent en faire. Mais bien sûr, c'est tous les acteurs, mais aussi, à commencer par les politiques au niveau wallon, mais aussi au niveau local. Local a beaucoup d'importance. Et que ce soit porté pas seulement par les écolos, mais par toutes les familles politiques. Donc, les changements climatiques sont un énorme défi, très très grave pour notre avenir, et pas le siècle prochain ou pour les générations futures à venir lointaines, mais maintenant ces années-ci et les quelques décennies qui viennent. C'est un défi aussi énorme que le Covid et la guerre en Ukraine. Et il faut donc un courage au niveau politique qui est indispensable pour mener la transition qui, on le sait, sera dure et difficile. Donc il faut que nous, citoyens, nous soutenions les politiques dans ce courage qu'on leur demande pour donner la direction, c'est-à-dire diminuer les gaz à effet de serre, diminuer l'empreinte écologique dont parlait Corentin. Et donc, en clair, c'est aller vers un mode de vie plus frugal, moins prédateur qu'actuellement. Et c'est vrai que certaines mesures ne sont pas a priori populaires, mais on n'a pas le choix. Donc on doit changer nos habitudes de vie et vivre autrement. Et on est certain, plusieurs d'entre nous en tout cas, si pas l'ensemble des panélistes, que cette vie-là, donc plus frugale, moins prédatrice, peut avoir du sens et être source de bonheur et d'épanouissement.
Donc le rôle du politique est essentiel là pour donner la direction, gérer la tradition, prendre la barre avant qu'il ne soit trop tard. Exactement comme on le fait maintenant par rapport à la guerre en Ukraine. On voit qu'on sait se mobiliser, donc mobilisons-nous. Sous la houlette évidemment du politique, j'insiste encore là-dessus, de tous les politiques et pas seulement les écolos. Merci. Alors, on va refaire le jeu de la chaise musicale. Maxime, Elisa, Benoît, vous pouvez aller vous asseoir. Anne et Corentin, vous restez encore un petit peu si vous êtes d'accord. Et par contre, je vais inviter Yves Mathieu à me rejoindre. Où se cache-t-il? Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors, Yves, juste une petite question d'abord. Vous êtes qui? Parce que c'est très beau, je vais lui poser des questions et tout. Mais... J'ai combien de minutes? Ah mais non, en résumé alors, hein. Faites-nous le CV très court. Hein. Bon, eh bien, je suis ici parce qu'en 1998, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Mission Publique et qui a comme mission d'organiser et d'accompagner des démarches comme celle-ci. Mais voilà, comme ça au moins je comprends mieux le pourquoi du comment. Excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas blessé, que je vous ai posé la question. Pas du tout. Ça va. Et on a eu la chance de faire ça dans 125 pays et on a accompagné plus de 1200 démarches comme celle-ci. Ok, voilà, j'aurais donc dû le savoir. Pas du tout, on ne vous l'avait pas dit. Non, on ne me l'avait pas dit. Alors, avec la mise en place de ce panel citoyen, la région wallonne est-elle en phase avec son temps? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'elle est en avance? En avance. Tadam. Elle est en avance. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on tire au sort des citoyens et on leur demande pendant 10 jours, une dizaine de jours, hein, c'est ça, si on compte tout, c'est peut-être même plus que ça, de réfléchir, d'interagir, de s'entendre sur des propositions comme celle-ci. Donc pourquoi on fait ça? C'était dit tout à l'heure. On a un gros problème, c'est que le système de décision est un système idiot. On sait, depuis les premiers rapports du GIEC, quelle est la situation et on sait ce qu'il faut faire. On sait. Et ça ne se fait pas, ça ne se déploie pas, les mesures nécessaires ne se déploient pas, ni au bon rythme, ni à la bonne échelle. Donc on a un système de décision qui pose un problème. Et ce n'est pas un système politique uniquement. Le système économique est dedans et c'est vraiment l'ensemble des décideurs qui devraient nous conduire avec l'information qu'on a. Ce dont on parle ici devrait être réglé depuis 2005. Comment se fait-il qu'en 2022, on en soit encore à se demander comment on va atteindre l'objectif alors que cet objectif est connu depuis plus de 20 ans? C'est un problème. Et donc le pari qu'on fait, c'est que ce système ne fonctionnant pas correctement puisqu'il ne prend pas les bonnes décisions, en y injectant l'énergie des citoyens, on va modifier la manière dont le système fonctionne. Et que le pari qui est fait, c'est que ce que vous amenez en tant que citoyen va aider les autres à prendre les bonnes décisions et à être au bon rythme et au bon niveau de déploiement des mesures. C'est ça qui se joue. C'est une question de rythme et de déploiement. On sait ce qu'il faut faire, je le répète. Donc et en ça, la région wallonne et l'initiative du ministre Henry est en avance. Parce qu'on fait ce pari de se dire, le système déconne, on doit changer quelque chose dans le système, et on fait le pari que l'énergie citoyenne, qui a très peu été mobilisée, c'était dit tout à l'heure, jusque-là, les citoyens étaient considérés comme des consommateurs d'énergie, des consommateurs de systèmes, même des consommateurs de primes. Et là, Philippe Henry fait quelque chose. Il vous considère comme codécideur. Et vous devenez codécideur dans le système. C'est énorme, énorme ce qui se passe là. Et c'est pour ça que la région wallonne est en avance. Bien, très bonne chose. Alors, question un peu rhétorique, la réponse on la connaît. Ce genre d'initiative, est-ce qu'elle a eu lieu ailleurs? Oui, c'était dit tout à l'heure par Elisa. Donc ça se démultiplie. Ce qui en soit une bonne nouvelle parce que ça montre qu'il y a une forme d'impuissance et on se dit ça on n'a pas encore essayé donc on y va.
Maintenant, il ne suffit pas de le démultiplier, il faut le faire intelligemment pour que ça produise de l'effet. Parce que ici, on fait un arrêt sur image ce dimanche matin. On fait un arrêt sur image sur les 160 mesures, mais c'était dit aussi, ce n'est pas l'arrêt sur image qui va faire en sorte que ça va fonctionner, c'est ce qui va se passer maintenant et ce qui va se passer sous le leadership du ministre Henry. C'est ça qui se joue maintenant. C'est donc la démultiplication est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre que l'intelligence citoyenne est reconnue de plus en plus. Maintenant, c'est une bonne nouvelle si ça aide à modifier le système et à faire en sorte que le système prenne les bonnes décisions au bon rythme et au bon niveau. Et là, c'est pas gagné parce que c'est, comme je dis, le travail commence aujourd'hui. Et donc, c'est maintenant qu'on va tester le système. C'est l'Union wallonne qui vous a envoyé des recommandations. Mais comment est-ce que l'Union wallonne des entreprises, comment va-t-elle se saisir de vos recommandations et quel effet ça va avoir dans le milieu économique en Wallonie? Les syndicats que vous avez vus au travers de la pièce de théâtre, comment est-ce que les syndicats vont se saisir de ça et comment ça va changer leur position par rapport au changement climatique? Les associations de solidarité, même chose. Donc c'est comment le système, comment les composantes du système vont se saisir de votre production pour arriver à transformer la manière de faire ensemble. Alors vous avez dit tout à l'heure que nous avions de l'avance par rapport à d'autres. En quoi justement, si on peut développer un peu, en quoi ce processus wallon est-il particulièrement innovant? D'abord, on a tous du retard. J'aurais dû commencer par ça, oui. parce que, comme je le disais, ça devrait être réglé depuis 15 ans. Donc, on est tous en retard. Donc, en quoi ce qu'on a vu aujourd'hui est innovant pour plusieurs raisons. Mais je vais insister sur une raison et qui différencie vraiment ce qui était mis en place et qui vous a été présenté par Benoît, notamment tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'expertise inversée. C'est-à-dire, contrairement à d'autres démarches, on n'a pas commencé à dire « bon, vous êtes tiré au sort, mais avant que vous commenciez à réfléchir, on va vous présenter des experts ». Pas du tout ça qui était fait. Ce qui était fait, et Benoît l'a bien raconté tout à l'heure, c'était de faire confiance à tout ce que vous amenez. Et c'était un processus vraiment d'expertise inversée, et en ça, c'est quelque chose qui est très, très, très original et avant-gardiste et innovant. Parce que dans beaucoup de démarches, dans celles qui se démultiplient, on tire au sort des citoyens pour leur dire, écoutez, vous êtes là, vous êtes tiré au sort, vous êtes peut-être un peu pas tout à fait au fait de la réalité, et puis pendant 2 jours, on balance des experts devant les gens. Mais c'est idiot de faire ça, parce que les experts, on sait ce qu'ils pensent. Ça ne sert à rien de mettre des experts face aux citoyens. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait les citoyens qui deviennent experts. Et c'est ce qui a été fait ici. Et ça, on voit la puissance de cette expertise inversée dans les 160 mesures qui sont là. En quoi ce processus d'intelligence participative, finalement, peut aider à combler le fossé entre représentants et représentés? C'est aussi des thèmes qu'on a déjà un petit peu abordés tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce fossé, mais il n'y a pas que le fossé entre les représentants, puisqu'on est dans une démocratie dans laquelle on fonctionne avec des représentants. C'est un système hérité du XVIIIe siècle et qui fonctionne, mais on est au XXIe siècle. Il y a 300 ans, ça pouvait bien fonctionner comme ça. Au XXIe siècle, ça ne fonctionne plus comme ça. On est tous experts, on a tous plein d'informations. On sent bien que le système a ses limites. Il pouvait très bien fonctionner en 1830, mais là, ça commence à poser des problèmes. Et donc, en augmentant, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on augmente la qualité du système démocratique en le faisant fonctionner, en injectant de la démocratie participative, mais sans rentrer dans l'illusion que ce que les citoyens disent, c'est nécessairement la vérité. Ce n'est pas parce qu'on met 50 citoyens pendant 10 jours que ce qui sort, c'est la bonne chose. Mais ça va venir augmenter ce qui se passe dans le système politique. Et le système politique doit maintenant, et c'est ça votre job maintenant, Monsieur le Ministre, c'est vraiment de porter ça et de faire en sorte que ça transforme le système. Mais ça n'est pas qu'une question de décideurs. Il y a une démarche comme celle-ci qui se passe à l'échelle européenne
Donc le panel est composé de 200 personnes. Il y a 4 panels actuellement à l'échelle européenne. Un des 4 panels, c'est dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Donc c'est des citoyens comme vous, tirés au sort dans les 27 pays de l'Union, sont invités à réfléchir à l'avenir de l'Europe et aux mesures que les citoyens veulent proposer aux décideurs pour dessiner l'avenir de l'Europe. Et un des panels s'occupe du climat. Et alors il y avait un expert, c'est très ouvert, donc il y a des experts qui assistent, comme Maxime et Elisa. Et un des experts, à une pause, vient m'engueuler en disant « mais ces citoyens n'ont rien compris, votre système d'animation c'est du n'importe quoi ». Et je dis « ah bon, quel est le problème ?» Donc les citoyens étaient dans un groupe qui planchait sur l'énergie renouvelable. Et les citoyens avaient décidé de parler d'alimentation. Et l'expert ne comprenait pas qu'il ne parlait pas d'éoliennes et de formes d'énergie comme ça. Mais si pour les citoyens, l'alimentation c'est de l'énergie, et qu'il faut raisonner énergie renouvelable quand on parle d'alimentation, c'est légitime. Et on voit qu'il y a vraiment besoin... il n'y a pas que les décideurs qui doivent changer leur rapport aux citoyens, il y a aussi les experts qui doivent le changer, les patrons d'entreprise, les syndicats. Et c'est ça qui se joue en fait. Quand on parle de légitimité, un groupe comme vous, 50 personnes tirées au sort, a toute sa légitimité. Vous avez dit oui à l'invitation, vous êtes une diversité, un autre groupe aurait été une autre diversité, et c'est très bien, vous êtes une diversité et vous êtes parfaitement légitime dans ce que vous faites. Et cette légitimité va chatouiller celle des autres. C'est ça qui se passe maintenant, qui va se passer. Et c'est ça qui va, je l'espère, avoir de l'effet sur le système. Donc on a quelque chose qui est très intéressant dans ce qui se joue, notamment par rapport à cette question de la légitimité des citoyens. Parce que jusque-là, qu'est-ce qu'on faisait sur un sujet comme le climat? On faisait un sondage et on posait 10 questions. Ça prenait 10 minutes et on interrogeait 1000 personnes. Et comment voulez-vous qu'on résume? Vous avez vu, en une dizaine de jours, c'est un sujet d'une complexité phénoménale. Et on ne peut pas résumer ça à 10 questions sur un sondage. Il faut rentrer dans la difficulté, dans la complexité, dans la matière. Et en ça, on dit aussi, bon, on change de méthode, quoi. On change de méthode. On rentre dans de la méthode d'intelligence collective. C'est ça qui est nécessaire aujourd'hui. Et donc là, il va falloir maintenant une bonne dose de courage au ministre Henry pour avancer, parce qu'il va falloir bousculer toute la société wallonne avec ce que vous avez fait. Ça, c'est une chose. Et on peut espérer, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait d'autres conventions qui se mettent en place. Et pour vous, il va falloir avoir une bonne dose d'acceptation de la frustration que vous allez ressentir. Parce que c'est aussi ça qui se joue. Tout ne va pas se jouer en un mois ni en 6 mois. Et ce qui compte, c'est vraiment d'intervenir dans le système, de modifier le système et de faire en sorte qu'on arrive dans les 8 ans qui viennent à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les 25 ans passés, quoi. Merci beaucoup Yves, merci 1000 fois. Vous pouvez aller vous rasseoir. Alors, les panélistes sont le point de départ de ces 162 recommandations. Et puis maintenant, maintenant quoi, j'ai envie de dire? Corentin, Anne, petite question très rapide. Qu'est-ce que vous attendez des gens qui sont ici, notamment du ministre, ou peut-être même de la presse qui était là tout à l'heure, des autres panélistes? La suite, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous attendez? Comme déjà l'a évoqué Anne tout à l'heure et qu'on a également mis dans nos recommandations, la communication est vraiment un élément clé, j'ai envie de dire. Durant le panel, on a vraiment, tous les panélistes, pu développer une conscience citoyenne écologique que je pense que tout le monde devrait commencer à développer et s'éveiller à vraiment la communication. Et comme j'aime bien dire, c'est un peu comme dans l'enseignement, former et pas formater. Le but, c'est vraiment que ce ne soit pas un dogme, mais que ce soit une compréhension et que chacun le fasse, parce que c'est les valeurs de chaque personne, que ça devienne une valeur sociétale, j'ai envie de dire. C'est cette conscience écologique. Et du coup, ce serait vraiment des relais d'information qui seraient le meilleur, en fait. Voilà. Anne, comment vous vous sentez par rapport au avant-processus, au premier jour, par exemple, de ce processus? Comment vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce que vous en avez tiré? Donc, moi, ce que j'en ai retiré,
J'étais un peu dubitative, c'est vrai, au début du processus, en questionnement, mais je suppose comme d'autres personnes. Mais c'est vrai que donc je me suis rendu compte que on partageait quand même, l'ensemble des panélistes, une certaine sensibilisation ou une sensibilité, disons, à la question du changement climatique et de la question écologique. Et ça m'a un petit peu donné du baume au cœur aussi. Parce que donc, je me préoccupe de ça depuis déjà bien longtemps, et il y a 12 ans, c'était inaudible. Je pouvais partager cela avec ces questions-là avec personne. Donc là maintenant, donc ça m'a apporté ça, le sentiment qu'une frange de plus en plus importante de la population est sensible et est prête à faire quelque chose aussi, donc à changer ses habitudes, et change ses habitudes. Maintenant, il faudrait aller de l'avant et effectivement impliquer tous les acteurs de la société, donc les entreprises certes, mais aussi les syndicats, un élément très important, et évidemment faire des tas de choses au niveau de l'enseignement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais il faut de la volonté et beaucoup de volonté. Merci beaucoup, Corentin et Anne. Vous pouvez aller vous rasseoir. Et pour clore cette matinée riche en émotions, en réflexions, en questionnements et en réponses aussi, eh bien, je propose de laisser le mot de la fin au ministre Philippe Henry. Vous n'avez plus de micro. Eh bien, voici qui est résolu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes dans un contexte très particulier aujourd'hui, très différent en fait de celui lors duquel nous avons imaginé le panel. C'était à l'automne 2019, au début de la nouvelle législature gouvernementale. On dit parfois le monde d'avant. Il y a plusieurs mondes d'avant, plusieurs évolutions marquantes qui se sont passées depuis, avant le Covid, avant les inondations, avant la crise des prix de l'énergie, avant la guerre en Ukraine. Différent et encore maintenant de quand le panel a commencé, puisque c'était au printemps 2021, cette deuxième année de la crise Covid, qui nous a d'ailleurs imposé le fonctionnement distanciel pour plusieurs séances. Et donc beaucoup de choses se sont passées depuis. Malgré ces difficultés, nous y sommes arrivés, vous y êtes arrivés. Je voudrais vous remercier. Les panélistes, d'abord, vous toutes et tous, citoyens et citoyennes, qui avez donné de votre temps, de votre énergie, de votre imagination, de votre passion. Merci pour votre investissement dans le processus et pour votre persévérance. Vous vous êtes mutuellement fait confiance, je pense qu'on a bien pu le percevoir aujourd'hui. Vous avez construit un groupe qui a travaillé de manière extrêmement sérieuse et assidue, alors que vous veniez de différents horizons. Vous avez fait preuve de curiosité, de rigueur, d'ouverture d'esprit, de motivation, et vous avez démontré que l'intelligence collective existe et qu'elle est à la fois pertinente et enrichissante. Je suis impressionné par la cohérence des champs d'action et des recommandations auxquelles vous êtes arrivés, et aussi enthousiasmé par la vision que vous avez présentée, notamment par sa double déclinaison à la fois de ralliement et d'engagement. À mes yeux, ce processus est clairement un succès. C'est un bonheur par ailleurs d'être ici ce matin, d'avoir passé toute la matinée avec vous, d'entendre toutes les interventions. C'est un moment important. Le climat est l'affaire de tous et je pense que les panélistes nous ont montré ce matin tout l'enjeu que représente l'implication des citoyens dans l'élaboration de la réponse politique à ce défi. Très important, très en retard, on l'a dit effectivement. Je voudrais également remercier tous les organisateurs et les accompagnants, mes collègues du gouvernement, le ministre-président et les autres partenaires, les membres du conseil stratégique du SPOE, de l'ensemble de l'administration, et plus particulièrement le département du développement durable, le SPOE Event du département de l'énergie, l'IWEPS, l'AWAC, Imagine Magazine, Télévision du Monde, les membres du comité d'accompagnement et les observateurs. Je remercie également Sonecom et Cible qui ont assuré les missions de recrutement des panélistes, et c'est une affaire professionnelle en soi, et de communication de leurs résultats. C'est un travail de longue haleine
et d'adaptation permanente qui a été fournie depuis 1 an et demi. Et je dois dire aussi que ceci est l'illustration du fait qu'un panel citoyen, un dialogue sérieux avec les citoyens, ça ne s'improvise pas. C'est un travail en soi, c'est un plaisir aussi, mais en tout cas, ça doit être quelque chose de sérieux et de rigoureux. Sans votre engagement et vos contributions, rien de cela n'aurait été possible. Et je remercie également en particulier Tram qui a assuré l'animation du processus et son aboutissement. Je voudrais aussi signaler la présence et remercier des parlementaires qui sont là aujourd'hui. Monsieur le Président de la Commission du climat au Parlement de Wallonie, messieurs les députés Florent et Biérin qui suivent également ces dossiers de près, et puis les autres députés qui auront également suivi peut-être à distance ou qui s'empareront du sujet. C'est important parce qu'évidemment le Parlement est un autre lieu légitime, on en parlait à l'instant, de discussion, de débat, et je pense qu'il y aura certainement un intérêt important du côté du Parlement, en particulier de la Commission du climat, de comprendre et de s'emparer de tout ce qui a été produit par votre panel. Alors, les réflexions présentées par les panélistes s'appuient sur leur expertise du quotidien, sur votre expertise du quotidien, et sont le fruit de réflexions ouvertes pour le bien commun et les générations futures. Je retiens plusieurs propositions bousculantes ou basculantes, comme on veut, des panélistes, et entends bien les mettre en débat plus largement dans la suite du processus d'élaboration donc du nouveau plan climat, air, climat, énergie de la Wallonie, du plan rehaussé à 55%, et aussi de le relayer auprès d'autres décideurs lorsque c'est nécessaire. Le plaisir de pouvoir se voir aujourd'hui en vrai, puisque c'est vrai que le processus, et d'ailleurs nous ne savions pas quand nous avons invité à la cérémonie d'aujourd'hui encore exactement comment on pourrait l'organiser dans les conditions sanitaires. C'est évidemment un plaisir de se retrouver de cette façon, mais c'est aussi dans un contexte coloré de tristesse, d'inquiétude, du fait des événements gravissimes en Ukraine et de leur impact colossal à différents niveaux évidemment, mais aussi sur la crise énergétique qui touche directement ces sujets également, mais aussi par ailleurs des récentes conclusions du rapport du GIEC sur l'adaptation au changement climatique qui n'a fait que confirmer et renforcer les conclusions des rapports précédents. Les effets actuels du changement climatique sont de plus en plus visibles et évidents, même chez nous, on l'a vu encore de manière très très claire. Dans le monde, les conséquences du changement climatique touchent entre 3 et 3,5 milliards de personnes déjà dans des contextes très vulnérables. Les efforts donc d'atténuation, c'est-à-dire de limitation des émissions, doivent donc s'accompagner de politiques et mesures d'adaptation. On le sait depuis longtemps, mais c'est de plus en plus criant dans de nombreuses régions du monde. Une série d'initiatives existent déjà aujourd'hui, mais elles sont insuffisantes et doivent être renforcées. Et d'ailleurs, les travaux du panel expriment également des aspects liés à l'adaptation au changement climatique. Les risques climatiques peuvent être atténués et les émissions réduites par un ensemble de solutions visant à la résilience de nos sociétés, à leur capacité à s'adapter dans toutes ces dimensions, la production d'énergie propre, l'alimentation, l'agriculture durable, l'économie circulaire, la mobilité, l'isolation massive des bâtiments, etc. Et je suis ravi de constater que le panel a introduit de nombreuses recommandations qui touchent à tous ces domaines et qui visent une transformation par des améliorations techniques et des changements réglementaires, mais aussi des changements culturels et sociaux. Il est évident que le changement ne se fera pas que par la loi ou que par la technologie, mais par l'ensemble des comportements de tout le monde. Un aspect central du développement de la résilience aussi est la coopération et la solidarité au niveau international, mais aussi entre tous les acteurs de la société. La lutte contre le changement climatique a plus de chances de réussir si elle se fait de manière inclusive. C'est ce qui justifie aussi ce panel. Et vous avez aussi fait écho à cette préoccupation. La transition juste doit donc être vraiment centrale dans nos réflexions, dans nos préoccupations. Et en particulier dans la crise énergétique que nous connaissons encore plus maintenant, nous faisons face à un défi énorme qui nous presse à agir fortement et volontairement à tous les niveaux d'action respectifs. Et donc je parlais de la crise ukrainienne. Elle a évidemment révélé
à tous encore plus fortement ces derniers jours que l'indépendance énergétique de l'Europe et donc de la Belgique et de la Wallonie était un enjeu essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques, mais aussi pour d'autres raisons géostratégiques notamment. Au cœur du plan air-climat-énergie de la Wallonie devra donc se trouver nécessairement un renforcement important de nos actions pour une transition énergétique juste, au minimum à travers 3 axes. La production d'énergie renouvelable, donc ça suppose une série de supports, d'incitants, de lever des freins techniques, etc. Et de développer des filières wallonnes d'ailleurs aussi, qui sont aussi des filières d'économie et d'emploi. Deuxièmement, la réduction de notre consommation d'énergie. Et là, on peut bien sûr travailler sur les innovations, mais certainement l'isolation des bâtiments. La sobriété, j'ai entendu plusieurs fois le mot sobriété, c'est une dimension essentielle et qui vient montrer très clairement qu'on n'y arrivera pas uniquement par des solutions technologiques, ce que parfois certains pensent. La sobriété énergétique en particulier sera tout à fait essentielle. Mais on parle aussi de changements de pratiques, de culture, de l'échelon individuel à l'échelon collectif, sur tous nos modes de consommation, de déplacement, de notre alimentation, etc. Et puis troisièmement, il est primordial que toutes ces solutions soient justes et que donc elles fassent contribuer les plus gros pollueurs tout en protégeant les plus faibles et en même temps que l'ensemble des acteurs soient prêts à évoluer, à changer. Vous avez clairement mis ça en avant dans vos recommandations, cette volonté d'une transition juste. Et puis, les panélistes ont réalisé un premier travail de priorisation des recommandations, selon une matrice à double entrée qui était présentée tout à l'heure, d'une part selon leur impact et le résultat estimé en termes de réduction des gaz à effet de serre ou d'adaptation de notre société, et d'autre part en fonction du degré d'acceptabilité par la société. Parce une chose est évidemment d'envisager des choses théoriques, une autre chose est de réussir à les mettre en œuvre. Cette priorisation est très importante. Le rapport illustrant la position commune, votre position commune, et reprenant l'ensemble des recommandations, va donc maintenant être analysé et quantifié plus finement par les experts, notamment de l'administration wallonne, qui sont également représentés ici d'ailleurs, et qui vont veiller à intégrer ces mesures, les mesures qui peuvent l'être, dans la quantification qui peut l'être, dans le projet de plan air-climat-énergie de la Wallonie, dans le schéma que nous devons finaliser. Sur cette base, le gouvernement wallon sera saisi par moi, évidemment, en tant que ministre responsable de cette problématique, sera saisi d'un projet de plan, probablement courant du mois de mai. Nous avons encore beaucoup d'étapes devant nous, puisque, outre la discussion, bien sûr, à l'échelle wallonne, nous devrons alors nous intégrer dans un processus belge, puisque vous savez que nous devons aussi renvoyer nos contributions au niveau européen de manière consolidée à l'échelle de la Belgique, et puis l'Europe se positionnera. Donc il y a encore beaucoup d'étapes dans les prochaines années, mais cette étape de mai-juin de décision du gouvernement wallon sera très importante et permettra de figer une série de pistes et de décisions sur lesquelles nous devrons ensuite avancer. Alors, comme je m'y suis engagé au lancement du panel en avril de l'année dernière, le rapport des recommandations fera l'objet d'une publication active. Il y a le petit livret, je pense qu'il est ici, enfin vous là, non, c'est pas celui-là, mais vous l'avez reçu, il est distribué et ce sera vraiment un outil tout à fait utile. Mais ce rapport sera donc publié dans son intégralité, d'une part sur le site Les Wallons ne manquent pas d'air, il sera donc accessible à tout un chacun, il sera relayé au Conseil économique et social et environnemental de Wallonie avec une demande d'avis sur ce rapport. C'est encore un autre lieu légitime, le Conseil économique et social de Wallonie, avec les différents acteurs représentés. Les mesures en dehors du niveau de compétence wallon, parce que bien sûr il y en a aussi, soit certaines mesures qui ne sont que d'un autre niveau de pouvoir, soit des mesures qui dépendent de plusieurs niveaux de pouvoir. Ces mesures seront transmises vers les instances politiques concernées avec une demande de réponse, de réaction, puisque nous nous étions engagés à ce que les propositions, quelles
qu'elle soit wallonne ou qu'elle soit d'autres niveaux de pouvoir, vous soit communiqué, ce qu'il est fait de ces propositions vous soit communiqué après adoption, ou si on ne peuvent pas être suivies ou pas totalement suivies, après motivation de pourquoi elles ne seront éventuellement pas suivies dans l'épure finale qui sera adoptée. Donc c'est un travail vraiment très conséquent que vous avez réalisé, qui est une étape avant d'autres travaux qui doivent encore venir. Je voudrais vraiment encore vous remercier pour ce travail, pour votre participation. Et c'est un processus qui fera date aussi, parce que c'est une première en Wallonie, sous ce format-là. Je vous ai bien entendu tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait un souhait également que ça puisse être réitéré dans d'autres matières. Et donc, quoi qu'il arrive, ce sera un processus important qui aura été mené, qui restera, et dont je m'engage en tous les cas à mon niveau à m'appuyer sur ces conclusions pour avancer dans les décisions qui doivent être prises, et aussi dans le travail de conviction de l'ensemble de la population et des acteurs, puisque comme ça a été dit aussi, la communication, l'information seront des éléments vraiment fondamentaux pour pouvoir décider et pour pouvoir surtout aboutir aux résultats attendus. Voilà, je ne serai pas plus long, c'est déjà très long comme ça, comme matinée de travail, et je vous remercie encore pour votre présence, mais je vous invite surtout à terminer cette matinée de manière conviviale, puisque un verre est prévu juste après, et également je vous souhaite une très bonne après-midi. Vous êtes donc libérés, vous avez bien compris, vous avez droit à un petit drink juste après. Et bravo tout le monde, je suis extrêmement admirative de tout ce que vous avez fait. Passez un bon dimanche pour la suite et à une prochaine. Ciao.